Élections européennes, les bureaux de vote en France ne fermeront qu'à 22 h. Le pourcentage attendu et redouté par les hommes politiques, celui de la participation. À 19 h, il était de 40,2% contre 48,9% à 20 h, heure de fermeture en 1984. Sécurité dans les trains de banlieue en France. Les premières patrouilles de CRS ont pris leurs fonctions pour tenter d'enrayer l'augmentation des agressions, plus 20% en un an, enquête dans ce journal. Grand Prix du Canada de Formule 1. Alain Prost abandonne au 3e tour, il était pourtant parti en tête. Pour l'instant, c'est Ayrton Senna qui est en tête de la course, arrivé en direct dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. 7 des 12 pays de la communauté européenne étaient appelés aujourd'hui à élire leurs députés au Parlement de Strasbourg. 5 pays ayant déjà voté jeudi dernier. Parmi eux, la France, où les bureaux de vote ne fermant qu'à 22 h, on ne connaît pour l'instant que le pourcentage de votants à 19 h. Eh bien, à 19 h, il était de 40,2%. En 1984, comparaison, à 20 h, il était de 48,9%. C'était à l'époque l'heure de fermeture des bureaux de vote, alors que cette année, vous le savez, je viens de vous le dire, les bureaux sont ouverts pendant 2 heures encore, jusqu'à 22 h. Pourcentage d'abstention important donc, mais il faut avouer que pour les Français, c'est la 10e fois en un an qu'ils sont appelés à voter. Pour autant, et sans vouloir faire la morale à tout prix, on est tenté de dire que la démocratie ne s'apprécie vraiment que dans 2 cas, lorsqu'on l'a perdue ou lorsqu'on ne l'a jamais connue. Et l'on pense inévitablement à la Chine. Thierry Calmette. La flamme de la démocratie ne s'éteint jamais, voilà leur message. La musique ressemble aux comédies musicales hippies des années 60 et en chantant, les étudiants et artistes de Hong Kong inaugurent une nouvelle statue de la démocratie à visage chinois, pour remplacer celle de la place Tiananmen, abattue par les chars de l'armée du peuple dans la nuit du 3 au 4 juin dernier. Symbole dérisoire et médiatique, diront certains. Peut-être. Mais au même instant, à Pékin. Place Tiananmen. Images officielles, les soldats jardiniers. L'armée refait les plates-bandes. Pour sauvegarder les apparences du printemps, pour inaugurer le grand bond en arrière, pour enterrer les statues de la liberté. Revenons aux élections européennes. En attendant donc les résultats qui ne seront connus qu'à partir de 22 h, heure de fermeture des bureaux de vote dans toute la France. Voici maintenant les explications sur le dernier pourcentage d'abstention et de participation avec Pascal Guimier qui se trouve au ministère de l'Intérieur. Pascal. Oui, Daniel, les chiffres ont beau être provisoires, ils sont sans appel. La tendance qui était perceptible dès la mi-journée, dès 13 h, se voit donc confirmée ce soir. 40,2% de votants ce 18 juin 89, ce sont 8 points de moins, presque 9 points de moins qu'il y a 5 ans. 8 points, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions d'électeurs, 3 millions de Français qui ont décidé de bouder les urnes aujourd'hui. 3 millions de Français qui, vous le rappeliez, il faut le rappeler, peuvent encore voter jusqu'à 22 h ce soir. Exceptionnellement, les bureaux de vote vont fermer très tard. Au hit parade du civisme, on retrouve un peu toujours les mêmes départements. Ceux où on a le moins voté, c'est traditionnel, la Corse du Sud et la Meurthe-et-Moselle. Paris, comme d'habitude, se retrouve en fin de classement en queue de peloton. En revanche, il y a 2 départements qui peuvent décrocher ce soir la palme du civisme. Il s'agit de l'Aveyron et du Tarn. Là, plus de la moitié des électeurs sont passés par l'isoloir. Et puis, c'est l'occasion ou jamais de parler un peu de nos voisins européens et de parler de la participation, notamment en Allemagne fédérale. Elle est légèrement supérieure au scrutin précédent de 84. En Italie, c'est l'inverse, c'est un peu moins qu'il y a 5 ans. Le Portugal, nous n'avons pas de chiffres en notre possession. Mais concernant la Grèce, le Luxembourg et la Belgique, et les 3 autres pays qui votent aujourd'hui, on s'attend à ce que le taux de participation soit très élevé. Là, la raison est en fait toute simple, c'est que là-bas, dans ces 3 pays, le vote est obligatoire. L'élection européenne oblige encore la tournée maintenant des personnalités se rendant aux urnes pour faire leur devoir de citoyen. Cette tournée s'élargit aux principales capitales européennes. Bruno Roger-Petit. Tradition respectée, François Mitterrand a voté à Château-Chinon. Le scrutin européen aura au moins mobilisé les chefs d'État et de gouvernement, à défaut d'une mobilisation massive des électeurs d'Europe. En Italie, en pleine crise ministérielle, si Mario Andreotti, le président du Conseil sortant, a voté, la participation est pour le moment inférieure à ce qu'elle était en 1984, comme au Portugal. En Allemagne de l'Ouest, la participation est un peu plus forte, mais tous les citoyens allemands n'ont pas suivi Helmut Kohl sur le chemin des urnes.
Électeurs du Luxembourg et de la Belgique se distinguent davantage de leurs homologues européens. Mais si les Belges se pressent pour aller voter derrière le Premier ministre Mertens, c'est bien parce que le vote est obligatoire. En fait, il n'est guère qu'en Grèce où le scrutin européen ait passionné les foules. Il est vrai que les Grecs élisent en même temps leurs députés. Monsieur Papandréou, le Premier ministre, est sur la sellette. À première vue, les Grecs sont donc bien les seuls Européens à avoir pimenté leurs élections européennes d'un grand enjeu national. La tradition donc suivie du vote de l'électrice la plus inattendue du jour, c'était en Italie. La Cicciolina, députée radicale au Parlement de Rome, les responsables de sa formation ne l'ont pas couchée sur leurs listes européennes. Elle n'a pas pour autant renoncé à son devoir de citoyenne, seul son vote est resté secret. Pour le reste, elle n'a rien caché de ses intentions, vous l'avez vu. Pour vous donner tous les résultats à partir de 22 h ce soir, la rédaction d'Antenne 2 s'est déplacée et s'est mobilisée. Elle est ce soir dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères à Paris, le Quai d'Orsay, un endroit historique pour la communauté européenne. Christian Marimono. Dans ce salon du Quai d'Orsay, Antenne 2 renoue avec l'histoire. Ici même était signé en 1950 le traité de Paris à l'initiative de Robert Schuman et du chancelier Konrad Adenauer. En 1951 était créée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. L'Europe était née, confirmée par le traité de Rome de 1957, réunissant 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1973, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande adhèrent. En 1981, la Grèce, en 1986, l'Espagne et le Portugal. Quelle priorité pour 1989 ? La présidence française voudra faire un nouveau bond en avant à la construction européenne dans essentiellement 2 domaines. D'abord, la construction de l'union économique et monétaire qui comporte la perspective d'une installation d'un système bancaire central, d'une banque centrale, disons, d'une monnaie unique et d'une coordination des politiques économiques et financières, ce qui est un vaste chantier. Et aussi, alors, le dossier social, faire une Europe sociale, comme l'a souhaité le président de la République depuis fort longtemps, par l'adoption, par exemple, d'une charte sociale qui comportera l'examen des droits fondamentaux des travailleurs. Avec ces 2 dossiers-là, nous ferons faire à l'Europe un bond sérieux en avant. Le nouveau Parlement européen sera doté de plus de pouvoirs. Il devra amender les décisions des gouvernements des 12. Les 518 parlementaires feront le marché unique de 93. L'abstentionnisme ne sera plus de mise. En direct du Quai d'Orsay à 22 h précises, donc la rédaction d'Antenne 2 vous donnera une première fourchette, non pas d'estimation mais de résultats, avant de vous entraîner dans un tour complet de l'Europe. Pour ce faire, nous avons donc installé nos studios au ministère des Affaires étrangères où nous rejoignons maintenant Claude Sérillon. Claude ? Oui, vous voyez Daniel, ça fait largement plus chic que les studios de l'avenue Montaigne. Nous sommes installés dans 2 grands salons, le Galerie de la Paix et puis le salon de l'Horloge, avec l'obligeance du ministère des Affaires étrangères. Il y a même Monsieur Dumas qui a son siège, là, qui je crois est en train de travailler, d'attendre avec attention les résultats que nous donnerons à partir de 22 h. Effectivement, sondage, mais ensuite estimation vers 22 h 30, 22 h 45, les estimations étant beaucoup plus précises. Bulle BVA comme d'habitude, Paris Match, Europe 1, Antenne 2 comme d'habitude encore une fois, avec beaucoup de surprises. Je sais bien qu'apparemment, vous l'avez dit, ça n'a pas beaucoup passionné les Français ces élections. Nous, je crois qu'entre 22 h et 24 h, on vous réserve des surprises. D'abord, on aura Plantu et Ituria. Plantu, vous savez, c'est Dessin, c'est dans le monde. Iturien, c'est dans Sud-Ouest. Et puis débat avec les habituels représentants et les chefs de file des listes pour ces élections européennes. Des directs dans la plupart des grandes capitales européennes. Mélina Mercouri sera en direct d'Athènes, Georges Samprin sera en direct de Madrid. Et puis beaucoup de résultats que nous vous donnerons sur l'ensemble de ces pays européens. Europe 1, Antenne 2, Paris Match, Bulle BVA, comme d'habitude. J'espère que vous serez au rendez-vous après Johnny Hallyday. Merci, à tout à l'heure Claude et à toute l'équipe d'Antenne 2. L'Europe politique se construit donc peu à peu, l'élection d'aujourd'hui le prouve, en témoigne. L'Europe économique sera en place en 1993, mais pour l'instant sur le terrain, ou plus exactement sur la route ou l'autoroute, car c'est l'exemple que nous avons choisi ce soir, les frontières ne sont pas encore supprimées, loin de là. Et la paperasserie n'a pas renoncé à son règne. Reportage de Rémi Roche et Jean-François Bernigaud. Déjà Sarrebruck est la frontière française. Derrière, une remorque tout juste à moitié pleine. Et l'impeccable système autoroutier allemand qui aide bien à soutenir la moyenne. 2 heures suffisent pour venir de Mannheim, où Jean a chargé des machines-outils à destination de Barcelone. Douane allemande, puis douane française pour faire viser les documents d'exportation de la marchandise. Marché commun, donc formalité simplifiée. En tout cas ici, tout va très vite. 5 minutes et quelques coups de tampon. Une opération vite expédiée.
Jean Zgubinski a 42 ans, dont presque la moitié déjà passée au volant d'un poids lourd. 150 000 km par an, toujours des voyages internationaux. L'Europe, il sait pourquoi il peut en rêver sans trop y croire. Une Europe concrète, sans poste aux frontières bien sûr, mais surtout avec une réglementation commune. On en est loin. Dimension, charge du véhicule, durée des temps de conduite, limitation de vitesse, tout peut changer d'un pays à l'autre, jusqu'au comportement de ceux chargés de faire appliquer leurs propres lois. Quand vous allez en Italie, c'est 80. Vous allez au Danemark, c'est 70. En France, bon, ils tolèrent jusqu'à 90, ils disent rien. Mais vous allez en Espagne, on peut rouler à 100. Et par exemple, en Italie, si on avait un PV tout ça, là, on peut toujours discuter sur le prix. Par exemple, ils disent à 100 000 lire, alors ils disent, bon, ben, on donne 50 000 lire, tout ça, mais sans facture. Kilomètres avalés, au 3e jour de route, voici l'Espagne, donc la fin du voyage. Et pourtant, le plus dur reste à faire. Zone franche du port de Barcelone, ici Jean doit procéder au dédouanement de la marchandise, impossible de savoir combien de temps cela va durer. D'abord trouver le bon bureau, celui du transitaire, l'intermédiaire entre le client et la douane. Tu te rends compte, ici au 2e maintenant, il dit. Une fois trouvé, y déposer les documents, l'attente commence, elle dure rarement moins d'une journée, souvent beaucoup plus. Ici, l'Europe ne marche pas, ou pas encore très fort, fatigue, temps perdu, mais d'abord beaucoup d'argent gaspillé avec ces centaines de camions immobilisés. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se passe, on essaye de se laver comme on peut et on attend que ça se passe. Quand il arrive le vendredi, ils vous disent bon ben lundi, il faut revenir lundi. Puis lundi, vous êtes toujours là. Moi je suis resté 6 jours, hein. Personnellement je suis resté 6 jours. Hein. Il y a 5 ans en arrière, je suis resté 18 jours ici. Parce que il manquait la licence d'exploitation. Je suis resté 18 jours. 14h30, pour les douaniers, la journée est finie. Quelques chanceux obtiennent enfin leur autorisation de départ, les autres. Bon ben voilà, ils m'ont répondu hasta la mañana. À 10h, ça veut dire demain matin à 10h et j'aurai les papiers. Pas d'explication. Pas d'explication. Tout de suite, sans paperasserie, l'arrivée du Grand Prix de Formule 1 de Montréal au Canada. Lionel? Et avec une arrivée historique, Daniel, puisque vous le voyez sur votre image, c'est Thierry Boutsen, le Belge, sur la Williams-Renault qui est en tête et qui va vraisemblablement remporter ce Grand Prix du Canada. Thierry Boutsen, donc le Belge qui va pour la première fois de sa carrière s'imposer. Ce sera également la première victoire du moteur français, du moteur Renault qui équipe cette Williams de l'écurie britannique. Car il y a eu un coup de théâtre il y a 2 tours, Ayrton Senna qui était largement en tête. Eh bien, Ayrton Senna a cassé son moteur. Et donc le Belge Thierry Boutsen s'est emparé du commandement de cette course. Et mieux encore pour la Williams Renault, eh bien en 2e position on trouve Ricardo Patrese sur l'autre Williams. Donc ça va être un doublé de l'écurie britannique propulsé par le moteur français. C'est la première fois donc que Renault va remporter un Grand Prix avec un moteur atmosphérique. Ils avaient bien sûr remporté beaucoup de Grands Prix avec le moteur turbo. Mais là ça va être une première. Et puis aussi ce qui est intéressant pour les Français, eh bien c'est la position de René Arnoux. René Arnoux qui est en 6e position, en 5e position donc pour la Ligier, qui va marquer 2 points, ce qui est très très important pour l'écurie française. On l'avait évoqué hier dans le journal de 20h, puisque cela permettra certainement aux équipes, à l'équipe française de ne pas passer par les préqualifications, alors que là, eh bien Thierry Boutsen va en terminer avec ce Grand Prix du Canada, un Grand Prix complètement fou, perturbé par la pluie. C'était même plus que de la pluie, c'était un véritable déluge pendant toute cette course. Avec beaucoup de sorties de route, beaucoup d'accrochages, beaucoup d'incidents, puisque seulement 8 voitures seront à l'arrivée, alors que là, eh bien, le réalisateur s'attarde sur Thierry Boutsen, qui a fait le trou avec son équipier Ricardo Patrese, l'italien, et Boutsen qui va ici passer l'épingle et puis arriver devant la ligne droite des stands pour remporter le premier Grand Prix de sa carrière. C'est mérité pour le Belge qui montrait de très très belles qualités depuis 2 ans, notamment l'année dernière avec l'équipe Benetton. Il est allé chez Williams avec le moteur Renault pour enfin remporter un Grand Prix. Eh bien, il va y arriver, Thierry Boutsen, puisque là maintenant, eh bien, les commissaires de course vont agiter le drapeau au moment où sa voiture équipée du moteur français va passer la ligne d'arrivée. Vous voyez la pluie qui a considérablement perturbé ce Grand Prix. Voilà Thierry Boutsen qui passe devant le drapeau à damier et qui remporte donc ce Grand Prix du Canada, le 6e Grand Prix de la saison. Vous rappelant qu'Alain Prost a abandonné après 3 tours de course. Alain Prost qui a été victime d'une défaillance de sa coque et de son attache d'aileron avant qui a cédé.
Donc victoire de Boutsen devant Ricardo Patrese, Andrea de Cesaris est 3e, 4e Nelson Piquet, 5e donc René Arnoux, superbe performance de René Arnoux, et 6e Alex Caffi, l'Italien. Merci Lionel, l'actualité oblige donc, vous avez vécu en direct l'arrivée de ce Grand Prix de Formule 1 du Canada. Je reviens à l'Europe, j'en reviens au thème de l'Europe. En effet, parmi tous les hommes d'État qui nous ont permis de construire cette Europe d'aujourd'hui, et d'abord de la libérer pendant la dernière guerre mondiale, le général de Gaulle. Et c'est une coïncidence de calendrier qui fait de ce dimanche 18 juin un jour d'élection européenne et également la journée du souvenir de l'appel lancé de Londres en 1940. Ce soir, comme le veut la tradition, le président de la République s'est rendu au mémorial du Mont Valérien, vous le voyez, en compagnie du Premier ministre Michel Rocard et du ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le président de la République est rentré dans la crypte du Mont Valérien avant de saluer les drapeaux des anciens combattants et les représentants de ces anciens combattants et un certain nombre de personnalités. En bref, maintenant, le Premier ministre, M. Michel Rocard, qui reçoit en ce moment à Paris le Premier ministre australien, dont le gouvernement est, vous le savez, hostile à nos essais nucléaires dans le Pacifique, a déclaré « La France n'entend pas mettre fin à son programme d'essai, même si celui-ci a été réduit ». Un appareil civil des lignes aériennes d'Afghanistan a été détourné ce matin et s'est écrasé dans le sud-est de l'Iran. Une bagarre ayant éclaté entre les pirates de l'air et les membres de l'équipage. On n'en sait pas plus pour le moment, tout comme on ne connaît pas exactement le nombre de victimes, autour de 23 personnes qui auraient été blessées et peut-être 5 à 6 victimes. L'auteur des versets sataniques, Salman Rushdie, dément avoir donné une interview à un journal anglais dans laquelle il aurait répété qu'il ne regrettait rien et dénoncé l'obscurantisme d'un certain nombre de hauts dignitaires de la religion islamique. Retour en France avec les problèmes de sécurité dans les transports publics et notamment les trains de banlieue. Pour faire face à l'augmentation des agressions, plus 20% en un an, vous le savez, eh bien le gouvernement a décidé de former des brigades spéciales de policiers. Mais dans un premier temps, ce sont les CRS qui ont d'ores et déjà pris leurs fonctions. Reportage de Valérie Fourniou et Gilles Leblair. Il fait jour. Sur le quai, la foule des trains de banlieue, les risques d'agression infimes. Dans quelques heures, tout peut changer. Des bandes organisées sillonneront les lignes. Pour les contrer, la SNCF a dû faire appel aux CRS. Manifestement, la surveillance générale, à elle seule, ne pouvait pas remplir ses tâches de sécurité parce que nous n'avions pas assez de personnel pour accomplir ces missions. Le fait que nous ayons maintenant des CRS le soir et de manière régulière dans nos trains va contribuer à rétablir ce climat de sécurité qui est tout à fait normal à la SNCF. Un uniforme comme moyen de dissuasion, une présence pour assurer les voyageurs et les agents SNCF. Ce samedi soir, première patrouille. Cela ne faisait pas 10 minutes que nous étions dans un train qu'un homme nous suivait, cherchant la présence et la protection des CRS pour calmer son angoisse. Il y a des soirs vraiment où je ne me sens pas en sécurité, c'est tout. Quand je vous ai vu, je vous ai suivi, vous avez changé de wagon, je vous ai suivi parce que le fait d'être avec vous, au moins je monte à Creil, moi, tous les jours. Je fais 50 km au jour pour aller au travail. Et le phénomène de Vavois, au moins je fais mon voyage tranquille. Je suis peut-être debout, je peux être assis, mais je préfère être debout. J'étais menacé 3 fois, moi. Alors, vous savez... Une situation provisoire. Ces hommes seront bientôt remplacés par une brigade spéciale de la police de l'air et des frontières, dépendante de la gare du Nord. En attendant, ils patrouillent par 4, guettent, cherchent la moindre silhouette suspecte. Leur ronde se termine à minuit. Et si un incident arrivait en leur absence, certains abonnés au train de l'insécurité ont leur technique de vieil habitué. Si les gens dans le train se rassemblaient, s'il y avait quelque chose qui se rassemblait, un groupe, d'accord, il y aurait peut-être des coups, mais on ne serait pas seul. Moi, je vous cache pas, je voyage la nuit, mais j'ai quelque chose dans mon sac. Ma bombe, mon lacrymogène. Vient l'heure du dernier train, celui à la triste réputation sur la ligne Paris-Creil. La vingtaine d'agents de la surveillance générale de la SNCF, elle, continue de patrouiller. À cette heure, mieux vaut ne pas voyager seul et tenter de rester éveillé. Avec 3 quarts d'heure de voyage et 12 arrêts, le temps paraît bien long dans ce train qui se vide de plus en plus. Une bombe a explosé aujourd'hui vers midi devant l'hôtel des impôts de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques. Pas de victimes, mais des dégâts matériels relativement
important. L'attentat n'a pas été revendiqué encore, mais à noter qu'il intervient au lendemain d'une manifestation à Bayonne demandant l'amnistie pour les prisonniers basques français du mouvement Ipare-Tarak. La compétition automobile maintenant, à l'opposé de la Formule 1 qu'on vient de voir, dont nous avons parlé il y a un instant, ce week-end sur le circuit du Castellet, un marathon très spécial. Il s'agissait pour les concurrents de consommer le moins d'essence possible. Reportage de Patrice Velay et Jean-François Georgetti. Économiser, le seul souci des techniciens du Castellet. Leur objectif, le record de l'an dernier, 1136 km pour 1 litre de carburant. Tout dans l'aérodynamisme et le réglage moteur. Un seul pilote, pas trop lourd de préférence. À plat ventre, on a une impression de vitesse folle. Il n'y a aucun risque parce que le centre de gravité est plus bas que l'axe des roues. Donc il n'y a aucun risque d'accident. Vitesse minimum, 25 km/h. Des engins propulsés par des moteurs de tronçonneuse, de tondeuse ou d'aéromodélisme. Et pas question pour le pilote de s'endormir au volant. Il y a beaucoup de choses à s'occuper. Il faut arrêter le moteur, il faut le démarrer, il faut toujours être dans les bons tours. Et puis les virages arrivent quand même assez vite, parce que c'est quand même pas des voitures de course et ça tient pas parfaitement la route. Alors, on n'a pas eu le temps de les remonter, on a travaillé dans un temps très limité là. Course contre la montre, même pour une compétition d'amateurs. Certains n'ont pas fait ce matin le moindre kilomètre pour cause de caprice mécanique. Nous, cette année, on ne fera pas des éclats du miracle, on va faire 300 km au litre environ. Les meilleurs font 1400, 1300, 1400 km au litre. Pas de marque en compétition ce week-end sur le circuit. Pourtant, les pros y auraient peut-être trouvé quelque invention utile. À condition de ne pas suivre le mauvais exemple, une antiquité hors concours à la consommation effrayante, près de 13 litres au 100 km. On ne se quitte pas sans un dernier rappel de la magnifique fête donnée hier soir au pied de la Tour Eiffel à Paris pour les 100 ans de la Dame de Fer. Regardez. Et le tiercé maintenant qui se courait cet après-midi à Auteuil. Voici plus exactement les chevaux qu'il fallait jouer pour gagner. 5, 10, 8, ce qui rapporte 3897 francs 50 dans l'ordre pour 5 francs. Et pour ce qui concerne le quartet, eh bien vous ajoutez l'As et vous gagnez 29 891 francs 40. À signaler que Pierrette Bresse avait donné très précisément le tiercé et le quartet dans l'ordre dans ses pronostics d'hier après-midi. Voilà, ce journal est terminé un petit peu en avance sur notre horaire habituel en raison de cette soirée électorale pour que vous ne ratiez pas le rendez-vous de 22 h précise avec toute l'équipe d'Antenne 2 mobilisée pour cette soirée électorale qui sera diffusée en direct du Quai d'Orsay à Paris avec non seulement dès 22 h tous les résultats mais très rapidement le Tour de France, un débat avec des personnalités et également un tour d'Europe puisqu'il s'agit des élections européennes. Tout de suite après le journal, en attendant cela, eh bien vous avez les prévisions météo, José Blanc-Lapierre, et puis ensuite David Lansky alias Johnny Hallyday. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, vous retrouverez ici même Hervé Claude. Quant à moi, je vous retrouverai samedi prochain. Bonsoir, excellente semaine, à samedi prochain.